Pendant des siècles, les hommes ont utilisé les fusées à poudre comme armes de guerre, sans imaginer que le principe de la réaction, le seul susceptible de fonctionner dans le vide, leur permettrait d'atteindre un jour le cosmos. Il faut attendre la fin du 19e siècle pour que des scientifiques, poussés par l'intérêt grandissant du public pour les voyages dans l'espace et le développement des romans d'anticipation, s'intéressent enfin aux dispositifs techniques destinés à s'arracher à l'attraction terrestre. En 1883, un Russe, Konstantin Tsiolkovsky, aborde rationnellement le problème et établit sur un plan théorique les principes des moteurs fusées en préconisant l'utilisation d'ergols liquides à haute énergie. Au début du XXe siècle, ces travaux sont repris et complétés sur le plan expérimental par l'Allemand Hermann Oberth. Dans le même temps, l'Américain Robert Goddard s'intéresse également à la propulsion à liquide et parvient, en mars 1926, à faire voler pour la première fois une fusée équipée d'un moteur à carburant liquide. C'est cependant sous l'impulsion des militaires que l'activité spatiale va débuter en Europe. En effet, quand l'Allemagne entreprend de se réarmer au début des années 30, elle doit tenir compte en matière d'armes offensives des contraintes imposées par le traité de Versailles. Les militaires, à la recherche de nouvelles armes, observent avec intérêt les expériences conduites par des groupes de jeunes ingénieurs émules d'Hermann Oberth. Ils perçoivent dans leurs expérimentations l'opportunité de contourner les limitations du traité. Ils recrutent certains d'entre eux et leur confient la tâche de réaliser, sous la direction de Werner von Braun, une fusée capable de transporter une tonne d'explosifs à 300 km de distance. Plus loin et plus puissant que toutes les armes existantes à l'époque. Les scientifiques et les ingénieurs, bénéficiant de moyens financiers, humains et logistiques importants, les travaux aboutissent au lancement réussi en octobre 1942 à Peenemünde de la première fusée V2. Utilisée de manière opérationnelle à partir de septembre 1944 sur Paris, Londres et Anvers, la V2 devient le premier missile balistique. Il arrive cependant trop tard pour modifier le cours de la guerre. La réalisation de cette fusée de grande dimension représente une véritable rupture technologique. C'est un système complexe propulsé par un moteur fusée à liquide alimenté par une turbopompe. Sa mise au point est le fruit de nombreuses recherches dans des domaines aussi divers que ceux de la propulsion, de la chimie, de la métallurgie et du téléguidage. La V2, construite à plusieurs milliers d'exemplaires en quelques mois, constitue une performance industrielle atteinte au prix de la vie de milliers de déportés. À l'issue de la guerre, les armées alliées s'intéressent aux progrès techniques réalisés par l'Allemagne nazie. Dans un contexte de course aux armements, les Soviétiques, les Américains, les Anglais et les Français récupèrent le savoir-faire des techniciens et ingénieurs allemands pour se lancer dans la construction de leurs propres fusées. Alors que la guerre froide bat son plein et que l'espace est devenu un lieu d'affrontement entre l'Union soviétique et les États-Unis, la communauté internationale se fixe comme objectif d'utiliser aussi les moyens spatiaux à des fins de recherche scientifique dans le cadre de l'année géophysique internationale de 1957. La France, qui de son côté a profité de l'apport technologique des V2 pour mettre au point les fusées sondes Véronique, y participera tardivement. Ce développement va s'inscrire dans le cadre d'une politique d'indépendance nationale menée depuis 1958 par le général de Gaulle, qui s'appuie sur la force nucléaire stratégique de dissuasion avec les fameux Mirage 4 et les missiles balistiques. Lorsque le 26 novembre 1965, le lanceur de satellite Diamant décolle depuis le champ de tir d'Amaguir en Algérie, plaçant sur orbite la capsule A1, la France devient la troisième puissance spatiale. Tout en demeurant porteuse de nombreux enjeux de souveraineté, la maîtrise des technologies spatiales et de l'accès à l'espace laisseront une large place aux grands programmes internationaux civils, que ce soit au bénéfice de la communauté scientifique ou de chaque citoyen.